Troisième et dernière partie de Politicia, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Mali. D'un côté, un président qui veut un deuxième mandat, qui veut continuer à exercer le pouvoir, à diriger le Mali. Et de l'autre, une opposition forte, mobilisée, qui veut l'alternance. Et au milieu, les Maliens, arbitres souverains de la compétition électorale. Ce sont eux qui décideront le 29 juillet 2018 qui dirigera le Mali pour les 5 prochaines années. Mais que veulent-ils? Qu'attendent-ils du prochain président? Certains se sont confiés au micro de Mokhtar Bari, notre correspondant au Mali. On les écoute, on en parle après. Le prochain président, sans embâche, je vais vous le dire, moi, en ce qui me concerne, c'est le président Ibeka. Le président Ibeka, il va revenir pour son second mandat, ça c'est clair et net, puisque déjà, tout ce qu'il a entamé comme réforme, il faut qu'il arrive à finir ces réformes-là. Je pense qu'en tant que malienne, citoyenne malienne, je pense que le président Ibrahim Boubacar Keïta est la personne la plus adéquate pour assumer la haute présidence du Mali pour les prochaines élections. Il a été, je ne dis pas ça comme ça, je dis ça selon ses expériences. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a été ambassadeur. Il a été Premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale et aujourd'hui c'est lui qui tient les rênes de ce pays. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont là dans la critique contre Monsieur le Président de la République Ibrahim Boubacar Keïta qui n'ont pas son expérience et qui ne seront jamais à sa hauteur. Donc moi je suis là, il est l'homme le plus adéquat pour la haute présidence du Mali. Moi je pense que le futur président de la République c'est notre candidat. Honorable Soumaïla Cissé, et c'est d'abord de stabiliser quand même le nord et surtout le centre qui s'est embrasé depuis 2 ans. Et de stabiliser les Maliens et de réconcilier les Maliens sans oublier que depuis 2012, des enfants des autres meurent chez nous et sans compter que chaque jour, nos propres frères tombent. Donc il faut mettre vraiment un terme à cela. Nous voulons un nouveau président qui va venir, qui va aspirer à l'attente de la population, qui est la libération du Nord. Nous voulons vraiment que le Nord du Mali soit stable, que le centre du Mali soit stable et que les Maliens vivent en parfaite cohésion. C'est ce que nous voulons. Les priorités du nouveau président devront être d'abord vraiment essayer d'amener la cohésion nationale. Quand on voit dans ce pays qu'il y a une crise profonde qui sévit au centre du Mali et au nord, donc c'est de ramener vraiment cette quiétude au sein de la société malienne. Parce que le centre est devenu un bourbier aujourd'hui. Il faut dès son investiture qui s'attelle à vraiment reconstruire la paix. Donc au-delà de cela, la sécurité, essayer aussi de rendre vraiment accessibles les services sociaux de base aux populations. Car vraiment vous voyez que l'eau, l'électricité, il y a un sérieux problème là-dessus. La cherté de la vie, l'éducation, la santé. Tout ça sont des problèmes que le citoyen lambda vit au quotidien. Nous sommes partisans de l'alternance, on parle d'alternance. Quand on parle d'alternance, nous on parle beaucoup plus de renouvellement des visages, et plutôt des usages, je vais dire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont conduit notre pays dans la crise actuelle. Renouvellement des visages, renouvellement des usages, c'était un beau lapsus. Monsieur Doumbia, oui. Dites-nous, alors aujourd'hui, on le voit, les Maliens sont divisés sur la question d'abord de la succession du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il y a des Maliens qui soutiennent encore sa candidature et qui le souhaitent qu'il soit le futur président. Alors, je pense que c'est bien leur droit. Ibeka a bien le droit de vouloir se succéder à lui-même. Et on a parlé de 77% qui ont voté pour lui. Oui. Donc on peut aller au suffrage. À part que nous estimons que les conditions, en toute honnêteté, ne sont pas réunies pour que le Mali puisse organiser des élections présidentielles en toute sincérité. Non seulement le 29 juillet, là? Bien sûr. Non seulement on a énormément de compatriotes qui sont expatriés, pas parce qu'ils se sont allés en migration, mais parce qu'ils ont été déplacés. Certains à l'intérieur, il y en a 50 000 au Burkina, 50 000 au Niger et 50 000... Vous pensez que bien sûr, le calendrier électoral doit être remis en cause? Je ne pense pas, il va se faire, parce que le calendrier électoral, il intéresse tout le monde. Ibeka qui veut se succéder à lui-même, on a parlé des gâteaux,
bon, c'est pas moi qui l'ai dit, il y a forcément le gâteau au sommet de l'État. IBK qui veut se succéder à lui-même, ceux qui veulent se succéder IBK au gâteau, mais personne ne dit réellement la condition d'organisation effective de ces élections. Ce qui est important à l'étape actuelle du débat, c'est comment éviter que ce rendez-vous électoral qui vous attend le 27 juillet 29 juillet 2018, que ce rendez-vous se passe de façon pacifique, sans violence. Et moi, la question à vous, représentants de l'opposition, puisqu'il y a quelques semaines, vous avez émis des doutes, des craintes, une marche est même prévue ce 2 juin, et plutôt pour manifester des craintes par rapport à la fiabilité du scrutin. Vous aviez même demandé la certification par l'ONU du scrutin, ce que le gouvernement a refusé. Est-ce que aujourd'hui, on peut considérer que les Maliens sont dans un état d'esprit tel que la présidentielle du 29 juillet sera une présidentielle pacifique? C'est ce qui est souhaité et c'est pour ça que nous nous battons. La manifestation dont vous parlez qui se déroule demain à Bamako à partir de 8 h et en France ici, un rassemblement devant l'ambassade du Mali, rue du Cherche-Midi, c'est pour tirer la sonnette d'alarme, dire à l'État: vous avez eu 5 ans pour organiser des élections. Ça fait plus de 2 ans, 3 ans que certains membres de l'opposition sont en train d'expliquer à l'État qu'il faut prendre des dispositions rapidement pour que les élections se passent dans de bonnes conditions. Si on parle à 6 mois des élections, on nomme un Premier ministre qui s'élève et c'est à ce moment que l'on commence à courir à gauche, à droite. Les Maliens veulent des élections transparentes et crédibles. Ils le disent. Est-ce qu'il y a des raisons d'en douter aujourd'hui? Il y a des raisons d'en douter parce qu'il y a une loi électorale qui a commencé à être violée déjà par les gouvernements. Dans cette loi électorale, l'article 42 dit: désignation des bureaux de vote, désignation des assesseurs dans les bureaux doivent se faire en concertation entre le gouvernement, l'État et les représentants des partis de l'opposition et de la majorité. Ce qui n'a pas été fait parce que des préfets, des chefs des administrateurs ont désigné déjà des bureaux de vote dans certaines localités. Sans oublier qu'en France, ici même, des assesseurs sont sollicités et que des bureaux de vote nous ont été proposés sans que ce soit fait dans le cadre d'une concertation. Quelles peuvent être les conséquences? Les conséquences de cela, c'est qu'on a implanté des bureaux de vote dans des endroits que personne ne sait et que le jour des élections, qu'on nous amène des urnes de ces bureaux de vote-là. C'est très simple. Madame, est-ce que vous comprenez encore une fois les craintes qui sont exprimées par rapport à la crédibilité et à la fiabilité du processus électoral qui vous attend? Oui, il y a des craintes. Et vous prenez des mesures pour il faut prendre dissiper des mesures ces craintes-là adéquates pour que ça se passe le plus paisiblement possible. Le président de la République a ce souci, la majorité a ce souci. Implanter des bureaux de vote à des endroits où on ne connaît pas, l'opposition a les moyens de vérifier, de les empêcher ou être là. Il peut. Et vous pensez, les moyens. Vous pensez que le président met tout en œuvre, effectivement, pour que les organes, les structures en charge de l'organisation matérielle du scrutin... Oui, la majorité aussi a le souci des Maliens, a le souci que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas des incidents, qu'il n'y ait pas écoulement de sang. La quiétude. De toute évidence, M. Doumbia, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. En 2013, vous avez fait une élection. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a été démocratiquement élu. Les Maliens ont montré leur maturité politique, notamment en matière électorale. Il n'y a pas de raison que la belle expérience de 2013 ne soit pas répétée en 2018. En 2018. Alors, comme on dit, comparaison n'est pas raison. 2013, c'est pas 2018. 2013, il y avait la nouveauté de la chose. Il y avait le retour à la constitutionnalité qui était une obligation, un passage obligatoire. Il y avait la présence de la France qui venait tout juste de libérer la partie du Mali, presque la totalité du Mali, et qui avait posé ses conditions et avancé ses moyens. M. Magassa a dit, tous les feux étaient presque ouverts, sauf que le Mali était quasiment privé d'une partie de son territoire. Cette fois-ci, c'est différent. Les Maliens, ils avaient voulu voter avec des documents biométriques sécurisés. Or, en France, qui nous aide, même en France, on ne vote pas avec des documents biométriques. On vote avec le carton, jusqu'ici. C'est dire, si les oppositions demandent l'arbitrage des Nations Unies et autres, c'est dire que les conditions ne sont pas en réalité réunies et que le troisième tour peut l'emporter. Le troisième tour, c'est le tour des contentieux, que l'État a les moyens, contrairement à ce que Madame dit, et que l'État a seul les moyens d'organiser
en faveur du président. Quelle garantie souhaitez-vous aujourd'hui que l'État apporte pour que vos craintes soient... Nous avions été en proposition de dire que, puisque les conditions ne sont pas réunies, évidemment, on dit dans ma langue maternelle que celui qui désire manger un morceau de viande, sa parole n'est pas crue au moment du dépeçage. Parce qu'on pense que nous sommes toujours de mauvaises langues. On a dit que les conditions ne sont pas réunies pour que le Mali aille vers le vote. Ça n'a pas été préparé. L'inscription sur les listes électorales est une fonction régalienne régulière, ce qui ne se fait pas au Mali. J'ai fait 15 ou 20 ans de commission administrative de révision des listes électorales. Ça ne s'est jamais fait régulièrement, depuis tout le temps qu'on fait cette démocratie. Donc les conditions ne sont pas réunies. Le centre, le nord du Mali, il y a énormément de problèmes. Ce n'est pas d'insécurité seulement, même d'absence d'autorité. Donc quand on voit tout ça, qu'on veut faire des élections... Mais c'est dans les mêmes conditions. Oui, c'est de la légalisation. On veut légaliser un blanc-seing à l'un au détriment de l'autre. C'est pour ça que nous avons des raisons de craindre que ces élections-ci, certains l'ont dit, qu'il y aura la guerre civile. Ça a été dit. C'est pas moi qui l'ai dit. D'aucuns l'ont dit. Mais ce n'est pas vous, n'êtes pas dans cet état d'esprit. Non, je ne pense pas. Et le candidat que vous soutenez n'est pas dans cet état d'esprit-là. Et on ne le souhaite pas. Après tout ce que le Mali a vécu, ce serait une erreur. Ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est dit. Non. Si nous tirons la sonnette d'alarme le plus tôt possible et puis faire en sorte que les choses soient... qu'il y ait une reprise des choses, qu'on se ressaisisse, c'est pour éviter à ce pays encore des drames que l'on a connus par le passé. Nous ne pouvons que... Une chose est certaine, ce que je voulais dire par là, c'est que aujourd'hui le Mali a besoin de l'alternance là. Le Mali a besoin de changement. Ibeka continue dans ces conditions-là, sans élection. Selon vous, il y a aussi des Maliens qui pensent que... Oui, mais justement, ce que votre analyse vient de dire, je crois que c'est quelque chose qu'il faut entendre. Il y a une majorité de Maliens aujourd'hui, que ce soit proche du gouvernement, avant en alliance avec le gouvernement, maintenant sorti du gouvernement, il y a une majorité de Maliens qui veulent le changement, qui veulent l'alternance. Et cette alternance-là étant souhaitée, je pense que perdurer là-dedans par la mauvaise organisation, par le fait argumenter comme au Congo-Kinshasa que les situations en RDC, disons comme ça, en RDC que les conditions ne sont pas réunies, on risque d'aller vers une prolongation de mandat qui ne dit pas son nom. Alors, Madame Ouattara, il y a un dernier point qu'il nous faut évoquer dans cette émission, mais qui fait partie aussi des raisons pour lesquelles une marche est prévue ce samedi à Bamako. C'est la question de la monopolisation des médias d'État par le pouvoir. Et vous avez des compatriotes qui expriment leur crainte, enfin, du moins leur insatisfaction, leur étonnement et même leur colère par rapport au fait que les médias d'État ne sont pas mêmement ouverts aux opposants comme aux gens de la majorité. Que répondez-vous à ça? Pourtant, aujourd'hui, l'expression, la libre expression. Pardon? Au Mali, oui. L'expression, la presse, elle est assez libérée par rapport à autrefois. Donc la presse est là pour ça. La presse est privée. Il y a la presse de l'État, mais il y a la presse privée, il y a les journaux privés. Oui, mais les médias d'État appartiennent à tous les Maliens. À tous les Maliens, c'est pour tous les Maliens. Vous pensez qu'un opposant malien peut facilement aller à l'ORTM s'il le demande, il peut pas y aller. Il peut le faire. Il peut le faire. Soumaïla, est-ce qu'on a refusé à Soumaïla? Est-ce qu'on a refusé à un leader politique de l'opposition? Vous connaissez des leaders. Donnez-moi un exemple. Donnez-moi un exemple précis. L'ORTM est un bunker. L'ORTM ne fonctionne pas comme elle dit. On ne se lève pas pour aller faire une interview. Voilà. Le directeur de l'ORTM est un encarté du parti majoritaire. C'est quelqu'un qui... Vous avez vu les conditions dans lesquelles Ibeka a présenté sa candidature, a dit qu'il va continuer et briguer un second mandat. Vous avez vu les conditions dans lesquelles ça s'est fait? Il était chez lui, dans sa maison, devant un micro. Et c'est un discours que vous avez entendu en français. Ça a été traduit dans toutes les langues nationales et vous avez dans des moments solennels. C'est pour dire tout simplement que l'ORTM, ce n'est pas la télévision où on se lève pour dire je suis de l'opposition, j'ai envie de donner une interview. Merci. Je vous remercie. Toutes les nouvelles sont traduites dans toutes les langues nationales. Non, madame. Merci. Soumaïla a choisi de déclarer sa candidature au moment de son congrès. Il l'a choisi, c'est un choix délibéré. En tout cas, merci, Madame Hadidja Ouattara, on l'a vu, soutien du président Ibrahim Boubacar Keïta, Kéchéri Doumbia. Merci à vous également d'avoir accepté. Vous êtes le président en Europe du FNC, le Front Nouveau Citoyen. Merci. Merci à vous, Mahamadou Cissé. Merci à vous également d'avoir participé à ce débat. Nous ne pouvons espérer pour le Mali et souhaiter que les Maliens aillent tranquillement aux urnes
urnes le 29 juillet pour que cette élection se déroule de façon pacifique. Le Mali n'a plus besoin de violence. Merci à vous. C'est la fin, mesdames et messieurs de Politicia, votre rendez-vous politique que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Et restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. Merci. Merci, c'est coupé. Merci. Merci à vous.